Imaginé par Binge Audio. Ça n'est pas à vous que je vais apprendre le fait que les vieilles lunes politiques ont tendance à ne jamais disparaître. Ainsi, c'est sans trop de surprise qu'on a vu ressurgir tout récemment une rengaine très ancienne, celle de la justice politique, du gouvernement des juges. Un classique dès qu'une décision de justice vient contrarier les ambitions de tel ou tel parti. En l'occurrence, évidemment, ici c'est le Rassemblement national qui joue cette partition après la condamnation de plusieurs de ses élus, dont Marine Le Pen, cette dernière se voyant pour l'instant privée de l'opportunité de se présenter à la présidentielle de 2027, à moins que son inéligibilité ne soit annulée en appel. Toujours est-il que cette condamnation, elle a remis au goût du jour tout un tas de fantasmes sur les juges, sur leur motivation profonde, sur leur absence de neutralité et leur trop grande liberté qui viendrait contrevenir aux droits des citoyens. Ça aussi, c'est un classique, et c'est lié à notre méconnaissance générale du fonctionnement de la justice, une méconnaissance dont on va essayer de comprendre les ressorts dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek, et vous écoutez Programme B. Je disais à l'instant que c'était une vieille rengaine, j'en veux pour preuve qu'on s'est déjà posé la question des idées reçues autour de la justice dans ce podcast. C'était il y a maintenant 4 ans, en 2021, à la suite d'une énième polémique sur les juges. Pour le coup, ils se voyaient notamment reprocher des biais racistes après la publication par Mediapart d'échanges plutôt consternants au sein de l'École nationale de la magistrature. Et à l'époque, ma camarade Inès Guiza avait fait appel aux lumières du sociologue Laurent Villemez, professeur à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et co-auteur d'une étude sur le profil des magistrats. Une discussion qui commence par cette question toute simple, mais ô combien cruciale. C'est quoi être magistrat ? Il y a les magistrats qu'on appelle du parquet, c'est ceux qu'on appelle les procureurs, c'est-à-dire que c'est eux qui requièrent des peines. Et puis, il y a les juges qui jugent, c'est-à-dire qui prononcent les peines. Et donc, en fait, en France, contrairement à beaucoup d'autres pays, il n'y a pas de séparation véritable entre ces deux fonctions, on va dire, de la justice. L'une qui est donc de requérir au nom de l'État, de dire telle personne, il faut la punir de tant d'années de prison ou de voilà, au nom de la société, on va dire. Et puis ceux qui jugent, c'est-à-dire qui prennent les décisions. Donc ces deux groupes-là ne sont pas séparés en France. C'est un seul corps, le corps des magistrats et des magistrates, alors que dans d'autres pays, ils sont beaucoup plus séparés et que ces deux professions, en Belgique par exemple, ce sont deux professions qui sont complètement distinguées. Et c'est pas le seul pays. Je voulais revenir avec vous sur les conclusions de votre étude. Quel est le profil sociologique dominant des magistrats et des magistrates ? Les magistrats sont à 2/3 femmes. En fait, c'est de plus en plus une profession féminisée, donc féminisée aux 2/3, des gens issus en majorité, voilà, on va dire, de classe supérieure intellectuelle. Donc, enfants d'enseignants du secondaire et du supérieur, enfants aussi de professions juridiques et judiciaires, et donc très peu d'enfants issus, on va dire, des minorités visibles, extrêmement peu. On a une doctorante qui s'appelle Lucille Belda, qui fait une thèse sur l'École nationale de la magistrature. Je crois qu'elle en avait repéré 2, en fait, sur la promo de 200. Voilà. Alors, il y a peut-être qu'elle n'a pas tout vu, mais vous voyez, on est dans cet ordre-là vraiment très, très faible, quoi. Mais c'est vrai dans tous les corps de la fonction publique, quoi. Il y a cette question de la reproduction sociale qu'évoquait en son temps Pierre Bourdieu et qui est toujours aussi vraie et qui l'est de plus en plus. Donc, il n'y a pas de raison que les magistrats, si vous voulez, échappent à cette question-là, quoi. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce sont les plus riches qui deviennent, ou que c'est seulement des enfants de magistrats qui deviennent magistrats, mais ça veut dire que effectivement, ce sont les plus dotés scolairement, on va dire, notamment les enfants d'enseignants, pas que, mais qui ont le plus de potentialité par le capital culturel qu'ils détiennent de devenir magistrat. Alors après, c'est pas si simple, et il y a évidemment des logiques d'ascension sociale au sein de la profession. On en a rencontré des jeunes gens, mais c'est assez rare. C'est encore plus rare des jeunes, comme on dit, issus de la diversité. Mais en l'occurrence, pour ces métiers-là, c'est
C'est vraiment pas dans les familles les plus, même s'il y en a, les plus aisées. Il y a quelques familles nobles aussi, quelques enfants de la noblesse qui sont magistrats, mais c'est pas tant la question que ça. Ce qui nous renvoie aussi, en fait, et on l'a pas étudié ça, mais il faudrait à la question des facultés de droit, en fait. C'est-à-dire à chaque fois, il faudrait en revenir en amont, quoi. Et qui va dans les facultés de droit, pourquoi on y va et quelles sont les manières de faire qui participent à cette reproduction sociale, quoi. Vous avez remarqué dans votre étude une forte féminisation de la profession de magistrat. Comment vous l'expliquez ? Alors, c'est une autrice qui s'appelle Anne Boisjol qui a fait beaucoup de travaux passionnants sur cette question, et ça nous renvoie aux formes d'explication que la sociologie propose de la féminisation des corps, des professions, quand elles sont féminisées. Donc là, il y a plusieurs explications possibles. La première étant que, enfin, c'est une explication sociologique qui est pas la seule, qui est pas nécessairement la plus satisfaisante, mais qui est que, au fur et à mesure que la profession perd de son attractivité, les hommes s'en détachent, ne veulent plus y entrer, et du coup, ça laisse la place aux femmes qui sont plus dominées, et donc historiquement, ça s'est créé. C'est comme ça que historiquement, il y a eu de plus en plus de femmes dans la magistrature. Ça, je pense qu'historiquement, c'est vrai. Après, il est vrai aussi que on voit que dans les facultés de droit, quand il s'agit à la fin de l'ancienne maîtrise, c'est-à-dire à la fin du master 1, de choisir sa voie en quelque sorte entre le métier d'avocat ou de juriste et le métier de magistrat, là, il y a une vraie séparation homme-femme. Les garçons vont plutôt vers le barreau et les femmes plutôt vers la magistrature. Ce qui nous renvoie peut-être aussi à des manières de se percevoir dans un métier qui serait peut-être un métier, pas du care, vous savez, comme on dit, les métiers du care, qui sont les métiers du soin, etc. Mais en réalité, on n'est peut-être pas si loin que ça de ce genre de métier. Je dis ça avec beaucoup de prudence. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, malgré tout, il y a une majorité de filles qui rentrent dans les facs de droit et qui rentrent dans les facs de sciences humaines et de droit, et que les garçons vont plutôt en sciences. Et que donc ensuite, dans les facs de droit, il y a plutôt les filles qui vont vers l'ENM et plutôt les garçons qui vont vers le barreau. Quoi qu'il en soit, il y a des formes d'inégalité. Les hommes souvent ont des carrières plus rapides que les femmes dans la magistrature, même s'ils sont ou parce qu'ils sont très minoritaires, par exemple. Donc ça continue d'exister. J'imagine qu'il y a un parcours scolaire type pour devenir magistrat ou magistrate. Quelle est la voie royale ? Et puis, quels sont aussi les autres parcours que l'on trouve chez les magistrats et les magistrates ? La voie royale et la voie principale, c'est les jeunes gens qui font des études de droit jusqu'à un master. Et la dernière année de master est consacrée à la préparation du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Ils peuvent aussi de plus en plus faire une année de prépa, de classe préparatoire privée souvent, ou de classe préparatoire organisée par l'École nationale de la magistrature. Et de plus en plus se développe aussi une préparation au concours à Sciences Po. Ils peuvent aussi avoir fait Sciences Po. Donc, ces jeunes gens, ils ont 23 ans. Ils rentrent à l'école, ou 24 ans, ils rentrent à l'École nationale de la magistrature. Et là, ils ont une formation assez longue, de 2 ans et demi. Et puis là, ils ont leur poste. Alors ça, c'est la principale voie. Les deux autres principales, il y a les fameux, comme il y en a dans toute la fonction publique en France, les fameux concours internes, où là, quand on a été notamment greffier, etc., par exemple, on passe le 2e concours et le 3e concours qui est pour des gens qui viennent de l'extérieur de la fonction publique pour entrer à l'École nationale de la magistrature. Donc là, c'est par exemple des anciens avocats. Alors après, il y a encore d'autres possibilités, par exemple le fait d'avoir un doctorat qui permet d'entrer plus facilement, etc. La justice est rendue par des êtres humains, donc socialement construits, et non par des robots. Je voulais revenir avec vous sur la place de l'interprétation des textes de loi dans un jugement. C'est d'ailleurs ce qui participe à la vision égalitaire du droit français, pouvoir juger au cas par cas. Est-ce que les parcours de vie des juges ont une influence sur la manière de rendre justice ? Le sociologue va vous dire, bien évidemment, la réponse est oui. Le magistrat, le juge, les autorités, parce qu'il y a plein de magistrats qui sont tout à fait conscients de ça,
vont vous dire non. Et un jour, on nous a dit, pendant notre enquête au ministère de la Justice, on nous a dit les Français se désintéressent de savoir ce qu'il y a sous la robe du juge. C'est-à-dire, il y a une personne avec un sexe, avec une origine sociale, avec un type de diplôme et avec aussi une sensibilité, on pourrait dire une idéologie, une morale, je sais pas, dites ça comme vous voulez. Et donc, à partir de là, je pense que c'est tout l'enjeu et toute la complexité et tout l'intérêt, en fait, de ces questions-là. C'est-à-dire que il y a à la fois, vous avez tout à fait raison, il y a à la fois le droit. Alors, à la fois, le droit juge le cas d'espèce, mais en même temps, c'est quand même de juger toutes les personnes de la même manière. Donc, ils ont ça, les magistrats, et des fois, ils peuvent pas faire autrement. Tout ce dont on entend parler en ce moment autour de la Cour de cassation, qui a validé la déclaration d'irresponsabilité faite par la Cour d'appel du meurtrier de Madame Halimi, eh bien, on n'est pas du tout sûr qu'à la Cour de cassation, tout le monde était d'accord avec ça. Et évidemment, les magistrats jugent en droit. Et s'ils ne jugeaient pas en droit, il y aurait leurs collègues qui, quand il y a appel, ou ensuite la Cour de cassation, qui invaliderait les décisions. Et ça arrive. Parce que ce que fait la Cour de cassation, c'est de vérifier la validité du jugement par rapport au droit. Bon, ça c'est une chose. Après, qui dit droit dit aussi interprétation, comme vous le dites très bien. Et c'est là où les choses sont plus compliquées. Et donc, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui montrent les enjeux et la complexité d'articuler l'ensemble. Alors, par exemple, il y a des travaux autour de la justice des familles ou de la justice des enfants qui montrent que c'est très compliqué, en lien au genre, pas nécessairement de la manière dont on pense. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est pas nécessairement des femmes qui, comme on entend les mouvements masculinistes le dire, qui jugeraient ou qui condamneraient les hommes, mais évidemment, ça ne peut pas ne pas rentrer en compte. Encore une fois, comme moi, en tant qu'enseignant, je suis aussi, c'est ce que j'explique à mes étudiants, quand je fais un cours de sociologie politique, par ailleurs, je suis un citoyen et je vote. Ce qui est plus compliqué avec les magistrats, c'est qu'il y a effectivement malgré tout le droit qui oblige, au sens propre, à certains jugements. Vous voyez, c'est une espèce d'articulation, voire de dialectique qu'il faut constituer. Je pense qu'une partie de ceux qui sont dans des positions sociales, dans des origines sociales plus défavorisées, sont moins bien comme un poisson dans l'eau, on va dire, dans le milieu dans lequel ils sont, et ont donc, c'est une des autres choses que dit Pierre Bourdieu, c'est souvent les gens qui sont les plus éloignés du milieu dans lequel ils sont, ou qui sont un peu à la marge, ou qui sont un peu pas sûrs, etc., qui sont les plus réflexifs, les plus questionneurs sur le groupe, quoi. Quand on est complètement dans le groupe, en fait, quand on est bien au milieu, quand on est enfant de magistrat, tout ça, souvent, la question, elle se pose même pas, parce que de toute façon, c'est naturel, en quelque sorte, comme un poisson dans l'eau, comme on dit. La représentation qu'on a des magistrats et magistrates m'interpelle un petit peu. Il y a eu l'affaire du mur des cons. Est-ce une blague entre collègues ou le début d'une affaire plus sérieuse ? Avril 2013. Des membres du syndicat de la magistrature ont recouvert les murs de leurs locaux d'une galerie de photos qu'ils ont baptisée le mur des cons. Figurent notamment sur ces photos Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux ainsi que d'autres personnalités de l'UMP. Est-ce que les magistrats qui ont élaboré cette liste seront demain en mesure de rendre la justice en toute impartialité ? La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a précisé que les personnes figurant sur ces photos pourraient porter plainte. Il y a eu plus récemment des propos racistes au sein d'une promotion de l'École nationale de la magistrature. Et il y a ce paradoxe de les juges sont de gauche ou les juges sont réactionnaires. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fantasme sur l'identité ou les convictions des magistrats et magistrates ? Et comment on peut expliquer ce fantasme s'il y en a un ? Il y a eu ce fameux mur des cons, il y a eu ce que vous dites, mais il y a eu aussi les manifestations de policiers devant le tribunal après la relaxe d'une partie des gens qui étaient soupçonnés d'avoir brûlé des policiers, etc. Il y a les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a soit la vision de magistrats qui seraient laxistes, mais ça existe depuis les années 70, c'est-à-dire les discours sur le laxisme, le discours sur les juges rouges, comme on disait aussi dans les années 70, quelque chose qui est extrêmement développé. Alors on dit plus les juges rouges parce que
ça n'existe plus, mais plutôt le laxisme, on l'entend beaucoup dans le monde politique. Et à l'inverse, effectivement, il y a toute une partie qui pense que, peut-être surtout de la gauche radicale, qui pense effectivement que la justice est une justice aux ordres, en quelque sorte aux ordres du pouvoir. Donc je pense qu'évidemment, elle n'est rien de tout cela. Ce serait, je pense, assez difficile de proposer une opinion globale des magistrats qui, à mon avis, n'existe pas. Peut-être sont-ils plus majoritairement à gauche que le reste de la société, mais comme une partie des fonctionnaires qui statistiquement votent plus à gauche, on va dire, que les personnes du privé, qui est une grande séparation classique. Après, je crois que en fait, c'est beaucoup lié aussi à une méconnaissance extrêmement forte, mais ça qui est très problématique aussi. Ça veut dire qu'il y a un gros problème là-dessus de la justice et de comment fonctionne la justice. On entend des choses complètement hallucinantes sur les magistrats, sur la justice et il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, en fait. Et je trouve que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une séparation extrêmement forte et qui est extrêmement inquiétante en démocratie entre l'institution judiciaire et les justiciables. Mais c'est la faute un peu de tout le monde, y compris du monde de la justice, qui n'est sans doute pas assez pédagogue, qui n'explique sans doute pas assez ce que ça veut dire que de rendre la justice et à quel point la fonction de justice, elle est centrale dans la société. Merci à Inès Guiza et à son invité Laurent Villemez pour cet entretien, on l'a dit, déjà diffusé en 2021 dans Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et Lauren Bess, réalisé par Paul Berthiaud et Mathieu Thévenon. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.